à remercier Thierry qui m'a invité. Et, et aussi les étudiants de l'école d'Annecy, puisque ce dont je vais parler, j'ai eu l'occasion de le développer, ou en tout cas de l'évoquer autrement. Et ce dont il s'agit, disons la visée qui est la mienne, va nous emmener aussi sur un territoire indécis, qui est celui de l'émancipation, dans l'œuvre de Walter Benjamin. Et donc je vais au fond dire à peu près la même chose que David et Elie, mais autrement. Sauf que je suis tout seul, très seul. Alors lors d'une intervention fameuse au sein de la bibliothèque du lycée Palmieri à Lecce, le 21 octobre 1975, soit quelques jours à peine avant sa mort, Pier Paolo Pasolini entendait parler des cultures particulières de la langue italienne, en passe d'être détruite. Et s'il avait choisi d'intituler son propos « La langue vulgaire », c'est sans doute parce qu'il s'était émerveillé de la culture des gens pauvres, ce qu'il désignait comme la beauté et l'innocence des corps. Une réalité physique qu'il avait d'abord éprouvée comme un des paysages qui peuplaient son enfance, et plus tard au détour des borgate, au hasard des rues, des campagnes ou des terrains vagues. La langue vulgaire, cela renvoyait avant tout, selon lui, à une manière d'être homme, de regarder, de parler, de se comporter, de faire un geste. Ce n'était donc pas exactement pour appeler à défendre des particularismes culturels qu'il était venu ce jour-là, mais plutôt pour dire qu'avec ces langues, ce qui était en train de disparaître était tout simplement des manières de vie, des façons de percevoir, des façons de concevoir et de vivre le monde. Or, il se trouve qu'au détour de l'intervention d'un enseignant, lui demandant s'il était réellement convaincu que la condition du prolétariat et du sous-prolétariat, que la culture populaire avait apporté bonheur à ses classes, Pasolini allait caractériser ses manières de vie vulgaire. Pour le bonheur, disait-il, je peux donner une réponse sur laquelle je n'ai pas le moindre doute. Bien que je sois toujours dévoré par le doute, là-dessus je n'en ai pas. Dans les borgates et romaines, qui sont le monde que je connais et que je dépeins dans mes romans il y a 10 ans, les jeunes et les gens en général étaient beaucoup plus heureux que maintenant. Je ne sais pas ce qu'est le bonheur, mais si le bonheur, c'est sourire et chanter et donner chaque jour naissance par la parole à une plaisanterie, un bon mot, une histoire, si le bonheur c'est cela, alors ils étaient beaucoup plus heureux qu'aujourd'hui. Mais je suis habitué depuis ma plus tendre enfance à déceler le bonheur par le sourire, par les yeux, par la manière dont on sourit, par la manière dont on regarde. Alors, dans les borgates et romaines, quand je faisais un tour à pied dans Rome, tous les livreurs des épiceries, des boucheries, des boulangeries, sur leurs vélos, avec leurs pantalons rapiécés au derrière, sillonnaient la ville et chantaient. Il n'y avait personne qui ne chantait pas. Il n'y avait personne qui, quand on lui adressait un regard, ne rendait pas un regard accompagné d'un sourire. Cela est une forme de bonheur. Désormais, on les voit au contraire pâles, névrosés, sérieux, introvertis. Ils vivent une forme d'infortune, une forme d'impuissance, justement parce que leur condition économique ne leur permet pas pour l'instant de réaliser le modèle petit bourgeois qui leur a offert en échange du modèle sous-prolétaire qui a été détruit. Et Pasolini va conclure en disant « La vérité doit être dite quel que soit le prix. Et quel que soit le prix à payer, je dis que le sourire d'un jeune il y a 10 ans était un rire de joie. » Alors, on pourra certainement lui rétorquer que des sourires, il nous arrive encore d'en découvrir au détour des rues, et même de les partager. On pourra ajouter que son point de vue semble endeuillé par la perte d'un monde et d'un peuple aimé. Et c'est peut-être cela qui l'empêche d'entrevoir d'autres bonheurs. Mais surtout, on dira qu'il n'y a pas un lieu privilégié où s'inventent des possibles, que cela advient toujours ici ou là, comme c'est le cas de l'événement d'un sourire, qui tout à coup illumine un visage et parfois même une collectivité. Mais ceci dit, il convient peut-être d'abord de bien entendre ce qu'il exprimait avec cette colère, car ce que Pasolini raconte,
c'est qu'il avait alors rencontré une communauté vivante, des mondes dans lesquels s'expérimentaient dans toute leur grossièreté et leur beauté aussi, des manières d'être homme. Il fallait simplement avoir des yeux pour les voir et des oreilles pour entendre dans un sourire un véritable rire de joie. Et il précisait ainsi qu'il ne considérait pas le Quarticciolo, un quartier romain occupé à cette période par des émigrés du sud de l'Italie, il ne considérait pas donc ce quartier comme un ghetto. Il l'a certainement été alors, mais à condition surtout d'adopter le point de vue, dit-il, et le langage d'un bourgeois. Or, le point de vue d'un bourgeois, cela n'existe pas, dit-il violemment, ce qui signifie que c'est précisément ce qui nous empêche de percevoir autre chose. À l'en croire, pour les gens qui y vivaient, ce n'était pas simplement un ghetto. C'était, je cite, un monde, un univers dans lequel eux se réalisaient, dont ils vivaient la culture, dans les valeurs duquel ils croyaient. En réalité, le fait est qu'il y avait des points de vue. Il ne s'agissait donc pas simplement de voir la misère, elle était bien là, mais plutôt d'attraper ou de construire une autre matière. Et dans une lettre fameuse, Pasolini va expliquer qu'il a aussi une autre vie, scandaleuse, et que pour la vivre, il lui faut rompre les barrières naturelles des classes, défoncer les murs, se mouvoir dans un autre monde. Mais en le traversant, c'est-à-dire en changeant de position, il percevait aussi autrement. Et c'est ce décrochage, ou alors ce décentrement, qui va caractériser son regard. C'est donc bien d'abord un problème de point de vue qu'il soulève, car il se trouve qu'en changeant de position, il pouvait voir autre chose chez ces sous-prolétaires. Il y avait de la révolte, des colères ou un désordre. Et tout cela était autre chose que de la misère. C'était selon lui des puissances. Et il y avait surtout d'autres manières. Tout ça pour dire que ce n'est pas simplement comme le crépuscule d'une destruction anthropologique qu'il nous faut envisager ces interventions, mais plutôt comme autant de boussoles qui nous revient de ramasser ici et là. Où était donc passé le sourire des gens? Telle est la question à laquelle nous confronte Pasolini, lui qui s'était habitué à déceler là où elle logeait, depuis sa plus tendre enfance, la joie. Ce que je voulais dire tient donc finalement en ceci. Il se trouve que ces sous-prolétaires, ces déclassés ou ces petits paysans n'occupaient pas l'espace, le temps, et ne parlaient pas non plus l'italien comme le faisait par ailleurs la bourgeoisie. Et que malgré une terrible misère, dans ces usages vulgaires, on pouvait voir des hommes, des femmes ou des enfants, qui étaient eux aussi capables de s'inventer un monde et des joies. Et tout cela représentait sans doute pour Pasolini l'ombilic même de ce qu'il appelait la réalité. C'était du moins ce qu'il avait rencontré, ce qu'il avait vu, entendu, senti, partagé et aimé. Des gens étaient capables, là où ils étaient, d'assumer d'autres manières de vie. Alors, ce dont Pasolini nous parle, on pourrait en trouver une autre matière, dans le portrait fameux que dressaient Asia Lassis et Walter Benjamin de la ville de Naples, après leur séjour commun en Italie en 1924. Et on y découvre des scènes du peuple, entre un mendiant allongé sur la chaussée, agitant son chapeau comme le font les gens en guise d'adieu à la gare, et puis les incurables de l'hôpital, ainsi tristement sur leurs bancs, en suivant tous ceux qui sortent, disent-ils, avec des regards qui s'agrippent à leurs vêtements, pour être libérés, à moins que ce ne soit pour assouvir sur eux des envies inouïes. On y devine la misère, les désordres, toute l'agitation anarchique que suscitaient les enfants des rues, les ramasseurs de mégots, l'industrie des voyous, les marchandages de toutes sortes, les gargotes, les bistrots, les étals de pêcheurs ou l'activité des artisans. Et puis, il y a le grand vacarme des fêtes, les tableaux colorés de chasse-mouches, rouges, bleus, jaunes, blancs, des linges étendus sur les cordes, les paniers qui descendent ou remontent chargés des plus hautes fenêtres, les filets de lumière ou de musique lointaine, et aussi la grande dramaturgie des gestes, des mimiques, des paroles, des prières ou des lamentations. Si l'on s'oriente en prenant comme point de repère des boutiques,
des fontaines ou les églises, plutôt que les numéros des rues, c'est que la ville répond à d'autres habitudes que celles qui ont cours ailleurs. Et ce sont ces usages dont témoigne le récit de Benjamin et de son ami, parsemé de toutes ces images qui en forment les recoins ou s'organisent en pivot. Elles nous engagent comme autant de portes ouvertes à envisager le caractère de la vie publique napolitaine, car ils constatent que la ville est le théâtre permanent de ce qu'ils appellent des constellations imprévues, que l'architecture s'accorde avec la vitalité de ses habitants pour les rendre partout possibles. Arcades, escaliers raides et sales, cours désordonnés, mais aussi balcons, portes cochères, toits et parvis. En tout, écrivent-ils, en tout on préserve la marge qui permet à ceci de devenir le théâtre de nouvelles constellations imprévues. On évite le définitif, la marque. Aucune situation n'apparaît telle qu'elle est, prévue pour durer toujours. Aucune figure n'affirme ainsi et pas autrement. Ainsi se réalise ici l'architecture, cette pièce la plus significative de la rythmique d'une communauté. Civilisée, privée et rangée seulement dans les grands édifices des hôtels et les entrepôts des quais, anarchiques, enchevêtrés, villageois au centre. Ce qu'Asjal Assis et Walter Benjamin nous disent, c'est qu'il y a là tout simplement de l'espace pour qu'adviennent d'autres façons d'être et qu'elles poussent de partout. Mais pour ce faire, il fallait bien s'aménager des marges, des seuils, de l'indéfini. Si rien n'est prévu pour durer et que les choses ne sont jamais véritablement menées à leur terme, c'est qu'on peut toujours faire autrement. Si on évite le définitif, qu'on n'y impose pas les chemins, les usages, le ainsi, c'est qu'il est possible d'inventer, selon nos manières, le monde. Ce sont ces carrefours, ces constellations, ou alors comme des centres décentrés, qu'on découvre au détour d'une simple chaussée, dans les entrelacs d'un escalier, ou bien dans les coins. Il y a, nous disent-ils, des territoires intervallaires, du jeu, de l'ouvert, et il se trouve toujours quelqu'un ici ou là pour appréhender ce vide, sans pour autant se l'approprier. Ce n'est donc finalement rien d'autre qu'un court traité d'architecture et de politique qu'il rédige alors en constituant comme un paradigme ces aberrations topologiques de la ville de Naples, où le dedans et le dehors s'enchevêtrent constamment, où on laisse, je cite, sa place et sa chance à l'improvisation, et où tout dispose à être et à faire, ici et maintenant. Il découvrait en somme qu'il y avait un peu partout de l'inachevé, de sorte que la matière qu'avaient finalement dans leurs mains, et comme horizon ces gens, était du possible. Alors, il est pour le moins remarquable que ce portrait de la ville s'organise autour d'une même notion sans cesse répétée, celle de porosité. Et si on trébuche effectivement à plusieurs reprises sur ce terme, tout au long du texte, il s'estompe aussitôt au détour d'une image dans laquelle on se trouve pleinement emporté, avant de ricocher sur tant d'autres, qui viennent finalement se ramasser dans une curieuse boîte, une sorte de boîte à images. On parque, nous disent-ils, au parc des vaches, au 4e ou au 5e étage des cités casernes, des animaux qui ne vont jamais dans les rues et dont, je cite, les sabots sont devenus tellement longs qu'ils ne peuvent plus se tenir debout. Il y a là des enfants jusqu'à très tard dans les rues, minuit, parfois 2 heures du matin, et puis ils s'endorment le lendemain, à midi, derrière les comptoirs ou sur de simples marches d'escalier, car il n'y a plus tout à fait la nuit et le jour dans des maisons trop encombrées pour y pouvoir tous séjourner au même moment. Des lits, 6 à 7, remplissent bien tout l'espace disponible, mais le nombre des habitants est souvent plus du double. C'est dire que le temps et que les intérieurs débordent toujours par ailleurs, dehors, de sorte que l'on se fait un peu partout des lits, des chaises, des coins. Et il y a également ces artisans à l'ouvrage, alignés le long des chaussées et assis sur des chaises. Ils ont l'étrange
faculté de faire de leur corps des tables, disent-ils. Et si les sommeils et les repas n'ont plus d'heure ni de lieu, il en va de même du calendrier, dès lors que le jour de fête pénètre chaque jour ouvrable, ou bien, écrivent-ils encore, qu'un grain de dimanche se cache dans chaque jour de semaine, et combien de jours de semaine dans le dimanche. Autrement dit, le temps et l'espace, les cartes, les calendriers ou les horloges, le dedans et le dehors, le cercle même de la famille où il y a toujours de la place pour accueillir un nouveau venu, tout cela en vient être déréglé, ou plutôt se règle autrement. Or, quelle n'est pas notre surprise en constatant que ce récit constitue également un étonnant catalogue de postures, d'attitudes et de gestes entre ces édifices qui accueillent des vaches bancales et des individus qui ont la capacité de faire de leur corps des tables. On y apprend surtout que ces gens pauvres pouvaient parfaitement définir ce qu'est un lit, une chaise, une porte, un mur, ou bien même une fenêtre, dès lors qu'il leur revient chaque jour de les inventer, ou bien de les déplacer. Il ne s'agissait donc pas pour Walter Benjamin et son ami de s'en remettre à la misère, comme on l'a si souvent reproché à Pasolini. En traversant ces mondes, chacun d'eux réalisait simplement avec joie qu'il y avait là d'autres points de vue, d'autres repères et d'autres manières, que l'on y percevait et que l'on y faisait les choses autrement. Il y avait au beau milieu des rues, dans des recoins, dans des attitudes ou des gestes, des scènes qu'ils envisageaient comme autant de points de bascule. Et ces derniers permettaient d'entrevoir des chemins que l'on croyait égarés. Ils ouvraient comme autant d'images de pensée des mondes et chargeaient le présent de possible. Ce sont donc très exactement ces points de réel, des constellations ou des morceaux d'ouvert qu'ils voulaient recueillir, dès lors qu'ils permettaient de déboîter un certain ordre des choses et du monde, pour en envisager un autre. Ces étranges objets dont je parlais, on en rencontrera partout ailleurs dans l'œuvre de Walter Benjamin, alors qu'il nous parle de ces cachettes merveilleuses pour les enfants que sont les franges du tapis, ou qu'il évoque lors de ses voyages en Espagne en 1932, ceux dans lesquels s'enroulent la nuit de pauvres gens dépourvus de lit dans leur demeure. Mais s'il décrit ces curieux usages, là encore, c'est qu'il révèle un autre rapport aux choses qu'entretiennent les enfants, ou que l'on discerne dans les maisons humbles et dignes de ces villageois espagnols. Loin de la demeure bourgeoise, encombrée par son mobilier, qui ira ainsi disposer les postures et les gestes conformant tout un ensemble d'habitudes, de sorte que l'individu devient fonction des opérations que les accessoires exigent de lui. Ce mode d'habitation des enfants ou des pauvres ordonne précisément un autre rapport à l'espace, car il se trouve que cet intérieur est suffisamment dégagé, de sorte que l'on pourra pleinement l'habiter. L'habiter, c'est-à-dire l'inventer, non pas en répondant ici à la table ou bien au fauteuil qui nous commande de nous asseoir et puis de nous redresser, mais en leur réservant des fonctions et des places à chaque fois nouvelles. Si on aperçoit dans ces maisons espagnoles, comme un tableau, quelques chaises strictement disposées et également espacées, ce ne sont pas seulement des chaises, nous dit-il, dès lors qu'un chapeau de paille est accroché au dossier, tout comme ce tapis dans lequel on s'enroule pour dormir en guise de lit et de couverture, leur usage change aussitôt. Ce dont il nous parle est donc cette latitude qu'on attribue aux choses, de changer de fonction et de position, un déplacement qui n'est rien d'autre que la boussole d'une révolution, car il s'agit de savoir ce que sont nos manières d'habiter et de vivre le monde, de détruire ce qu'il appelle ces points d'appui, les points d'appui de nos habitudes, pour composer avec le manque, s'installer dans un ouvert et y assumer des possibles. Ce sont ces manières et donc cette matière qu'indexe Walter Benjamin, et on pourra alors inventer l'espace, le temps et se rapproprier nos gestes.
Si je me suis attardé sur ces récits, c'est que je voulais d'abord restituer cette matière, ces situations, ces objets auxquels nous confronte Walter Benjamin. Là où Pasolini désigne une réalité physique, des regards, des comportements, des façons de marcher, de parler ou d'être, comme un réel, attestant d'un hétérogène. Walter Benjamin, en s'attachant de même au monde des enfants et à celui des pauvres, identifie quant à lui des points d'infini, dont on peut dresser l'inventaire dans son œuvre pour envisager une étonnante cartographie, qui nous raconte finalement l'histoire d'un bouger. Mais ce que je retiens, c'est qu'il a aussi une curieuse façon de faire de la philosophie, en ramassant simplement dans les rues, dans les archives ou dans les souvenirs, dans les intérieurs des gens pauvres et moins pauvres, ou en s'arrêtant à des postures et des usages, ces points de réel, pour concevoir des scènes de la pensée. Alors, pour revenir au problème qui nous réunit ici, la question que je voudrais d'abord poser à Walter Benjamin, c'est quelle est la forme, le langage et l'affectivité de la pensée telle qu'on peut l'envisager dans son œuvre. Et je voudrais donner 3 exemples, identifier des figures à travers lesquelles il caractérise le mouvement de la pensée, en m'attardant sur l'un de ses plus beaux ouvrages, où il revient sur le Berlin de son enfance. On le découvre ainsi à marcher dans les rues en accompagnant sa mère, mais toujours avec un demi-pas de retard, un décrochage postural qui lui permet de se tenir exactement sur un seuil, en marge de ce qui était sa classe sociale, en marge aussi du monde des adultes, et en marge ou sur le fil de ce XXe siècle naissant, pour nous parler au fond simplement de ses trajets dans la ville, comme dans les pièces et les couloirs de la maison. Mais il nous parle aussi simplement de bulles de savon, de couleurs dans lesquelles il se perdait enfant, de lettres qu'il enfilait successivement le long d'une tringle pour composer un mot, de ses cachettes, de portes et de tables, d'horloges, de menus trésors qu'il rangeait dans des boîtes, un pupitre ou des armoires. Mais dans le premier exemple que je prends dans son ouvrage, il évoque les longues heures passées dans sa chambre à attendre, emporté par la fièvre. Et comme le font notamment les enfants pour occuper l'ennui ou se distraire de la douleur, il comptait, dit-il, les petits ronds de lumière qui dansaient au plafond. Ou alors se mettait à ranger et à déranger sans cesse les carreaux du tapis, qu'il assemblait en paquets imaginaires pour les entasser dans un coin. C'est ainsi que Benjamin raconte comment il préférait rester seul dans son lit, à jouer avec ses oreillers, dont, je cite, « les arêtes lui étaient toutes familières ». Il les arrangeait en aménageant une caverne et puis tirait la couverture sur sa tête pour prêter l'oreille à ce gouffre. Un gouffre dont il ramenait toujours des histoires nouvelles. Il ajoute, parfois, les doigts s'en mêlaient et mettaient eux-mêmes en scène un épisode. Ou bien ils jouaient au magasin, les uns avec les autres. Et derrière le comptoir formé par les doigts du milieu, les 2 petits se penchaient avec empressement vers le client que je jouais moi-même. Puis, quand venait le soir, il mettait à profit sa tranquillité et la proximité du mur pour saluer de son lit, pour saluer depuis son lit la lumière avec des ombres chinoises, dit-il, en suivant les instructions de son petit livre de jeu, pour y projeter successivement un bouc, un cygne, et enfin un grand loup annonçant la fin du monde. Alors, si je rapporte ces fragments de récits, c'est pour décrire cette poétique, procédant par rebonds, échos ou ricochets successifs, dont la bascule s'organise à travers un même objet, ou bien une série d'objets. Les oreillers, le lit, un mur, la porte, le tapis, une lampe. Or ici, vous l'aurez entendu, ce sont d'abord les mains qui lui serviront de point d'ancrage et d'opérateur tout à la fois. Des mains qui supportent et racontent des histoires pour mettre en scène un épisode dans l'architecture qu'il inventait, avec des oreillers et les plis d'une couverture. Puis il s'agira d'interpréter le magasin
en s'aidant des doigts pour incarner des personnages, et ainsi que le mobilier, ou alors projeter sur le mur, selon des figures encore imparfaites, un théâtre d'ombre. Un même terme organise en rebond les souvenirs pour nous projeter dans une scène, dans un temps et un espace, avant de pivoter à la faveur d'un décrochage pour dévoiler un paysage nouveau. Tout se passe donc comme s'il déplaçait constamment le centre d'un monde dans lequel nous entraîne une image, en ricochant, en rebondissant sur un même terme, la main en l'occurrence, qui dessine ou nous emporte dans un cercle nouveau. Un monde d'images ne cesse de se décentrer et puis de se recentrer. Ou pour le dire autrement, l'écriture se configure autour d'un pôle qui ne cesse de se déplacer pour donner sur une entrée nouvelle. Telle est ici la méthode de Walter Benjamin, ordonnant un étonnant rapport entre le mot et l'image. Selon des logiques qui sont des logiques du rebond, du décrochage, de l'écart. Si ces tableaux nous rappellent à ce que furent les territoires de notre enfance, évidemment dans la rumeur de l'œuvre de Marcel Proust, et si, au détour d'une scène, d'un mot, on projette ou l'on creuse dans son récit une sorte de chambre intime. Ce que je veux dire, c'est que Benjamin nous parle toujours d'une chose, mais en même temps, il nous parle aussi d'autre chose, en nous invitant dans ce que l'on peut caractériser comme une sorte de vestiaire, l'antichambre de ces concepts. Car ce sont bien les éléments premiers de ces théories de l'architecture, du théâtre ou du cinéma qu'il ramasse ici et que vont actualiser des mains, à la fois support d'une remémoration, point d'accroche ou pivot des bifurcations du récit, et enfin, pourvoyeuse de monde, la main recèle, soutient et anime le tableau conceptuel. C'est donc une philosophie de pauvre qu'affirme ici Walter Benjamin, dès lors qu'elle tient simplement dans le creux de ses mains, recelant des souvenirs d'enfance, mais aussi dessinant, projetant ou interprétant d'étonnantes figures. Et s'il nous est loisible de relier entre eux ces points, c'est pour constater qu'ils forment une constellation instable, les coordonnées d'une topologie à l'intérieur de laquelle se met en scène le théâtre de ces concepts. Dans un autre chapitre, Walter Benjamin revient sur une de ces journées qu'il entraînait enfant, loin des allées soignées du jardin, pour suivre le vol des papillons, qu'il tentait d'attraper afin de compléter sa petite collection, dont témoignait la vaste boîte accrochée au mur de sa chambre. Emporté dans des chemins inconnus et sauvages, lorsqu'un papillon qu'il suivait se tenait enfin immobile au-dessus d'une fleur, juste avant de se poser, voilà, dit-il, je cite, que son corps fragile, à petits coups, glissait vers le côté pour recouvrir une autre fleur de son ombre. Et après une nouvelle cérémonie, des hésitations, des oscillations, des arrêts, ce papillon s'en allait à nouveau. Si à l'en croire, l'enfant apprenait alors une langue étrangère, celle des papillons et des fleurs. S'il lui fallait devenir lui-même papillon pour pouvoir l'attraper, avant de l'ajouter à sa collection, et être ainsi enfin rendu à son humanité. Ce qui m'intéresse ici, c'est que Walter Benjamin dévoile, comme une méthode de préhension, une théorie du langage et de l'image. Naturellement, on retrouve d'un côté ce que je décrivais comme une logique de décentrement, constant dans les mouvements mêmes du papillon qu'il poursuit, ricochant de fleur en fleur. Mais je veux souligner que ce dernier n'est finalement rien d'autre qu'une sorte d'image colorée qui se déplace dans l'espace, emportée par le vent. Il s'agit, autrement dit, d'un objet fuyant, d'une scène de la pensée, qu'il tente d'attraper comme il le fera tout au long de sa vie, au détour des souvenirs, des archives, ou dans les rues de Naples, Berlin, Moscou ou Paris. Nous avons bien là une image de pensée, rendant compte en même temps de ce que sont les façons philosophiques de Walter Benjamin, où curieusement, l'image
et le geste, l'œil, la main et les pieds participent d'une même solidarité pour attraper un objet vivant avant de l'épingler dans un cahier. Nous pénétrons dans le monde de la perception par nos pieds et non par la tête, disait-il par ailleurs. Or, ce sont là encore ces torsions de la perception et de la position dans lesquelles ou dans laquelle il nous engage. Alors, ce bref récit s'ouvrant sur la boîte aux papillons accrochée au mur de sa chambre, donc ce bref récit s'ouvrait sur cette boîte aux papillons. Et naturellement, avant de conclure, il va y retourner à cette boîte pour y ajouter son petit trésor morbide. Mais entre-temps, il y avait une image en mouvement, les petits pas, ou les courses silencieuses d'un enfant pour s'en approcher, la suivre, s'identifier et finalement la saisir. Je disais entre-temps, et je disais aussi qu'il parle d'une chose et puis d'une autre. Et c'est qu'entre le commencement et la fin, quelque chose advient, travaille, par des entrées multiples, simultanées, selon des dérivés. Et il invente ici, très exactement, il invente ainsi une sorte d'espace, un intervalle pour suggérer un bouger. Il y a enfin ce troisième tableau dont je voudrais parler, dans lequel Walter Benjamin, selon la même logique, va creuser un endroit et puis aussi un autre, va rebondir dans des souvenirs en sautant cette fois d'une armoire à une autre. Boîte, commode, tiroir, armoire, porte, fenêtre. Tels seront les opérateurs de ce nouveau tableau autobiographique, dont le livre que nous avons dans la main tient d'ailleurs lieu finalement d'ultime support. C'est au fond de la commode, nous dit-il, dans le coin le plus reculé, qu'étaient rangés avec les autres vêtements des chaussettes de laine enroulées de façon traditionnelle. Or, l'un des plus grands plaisirs pour ce tout jeune enfant était de plonger la main à l'intérieur de l'une d'elles pour attraper ce qu'elle contenait, la chaussette du dedans. Après quoi, il la tirait un peu vers lui jusqu'à ce que s'accomplisse ce phénomène. Si la chaussette était bien tout entière déroulée au dehors, la bourse elle-même avait tout à coup mystérieusement disparu. Cela, précise-t-il, le plongeait aussitôt dans une consternation, dès lors que cette merveille se fragmentait par le geste qui en dévoilait le mystère, et qu'il ne restait plus à l'enfant que l'embarras de la réalité nue. Alors nous connaissons tous ce sortilège pour en avoir fait l'expérience sans comprendre. Où avait bien pu passer ce petit sac, et même comment faire pour donner forme ensuite, avec nos mains d'enfant, à cette pochette, une fois les chaussettes déployées. Il se trouve que la forme est le contenu, l'enveloppe et l'enveloppé, le dedans et le dehors sont une seule et même chose. Une seule chose et une troisième, ajoute aussitôt Walter Benjamin, cette chaussette, fruit de leur métamorphose. Là encore, avec cette histoire triviale, nous découvrons en fait une scène matricielle de sa pensée, dès lors qu'au monde de la totalité, du rassemblé, du relié, succède, du fait d'un simple geste, celui de la séparation, de l'éclatement, de la déliaison. Autrement dit, cette image engage, comme une monade, les principes fondamentaux de sa philosophie, sa conception du langage, de la connaissance et de l'histoire. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'elle nous confronte aussi formellement à une structure et à une opération que l'on retrouvera partout dans son œuvre. Cette structure qui nous renvoie au fond à ce qu'est sa conception de la ville, où le dehors est envisagé comme un intérieur. Cette structure et cette opération consistent au fond à retourner la peau des rêves d'une collectivité, à la façon de Chaussette, dans laquelle il identifie le paradigme premier de toutes sortes de topologies aberrantes. S'approcher au plus près de ce petit espace laineux, attraper en quelque sorte l'enveloppe du rêve dans laquelle se trouve plongée une communauté pour la retourner, c'est défaire dans un même geste
l'enchantement des langages et des architectures, pour envisager ce qu'il appelle l'instant du réveil. Autrement dit, cette pochette retournée allégorise l'expérience d'un passage, et elle matérialise, comme une théorie du lieu, la forme même du seuil, pour affirmer l'embarras d'une irrelation, de l'intervalle, de l'ouvert. Ce n'est pas dans un autre monde. Ce n'est pas dans un autre monde que l'on découvrira le territoire de l'émancipation, mais bien ici et maintenant, nous dit en somme Walter Benjamin, car cela tient au fond simplement dans nos mains. Mais pour ce faire, paradoxalement, il s'agit de regarder derrière nous, à côté et aussi devant, d'attraper des boussoles qui nous indiquent un autre chemin, de découvrir des horloges dans les espaces mêmes que nous empruntons, et de concevoir aussi un autre calendrier. Ce sont là ce qu'il décrit comme des pivots de la Révolution. À propos de Nietzsche, Jacques Derrida disait un jour que l'on découvrait, au détour de son œuvre, des peut-être, en des endroits inattendus. Or, je crois qu'il en va exactement de même dans l'œuvre de Walter Benjamin. Il y a très exactement des morceaux de peut-être. Et cette révolution, sans doute que l'image des chaussettes en assume aussi une sorte de gardiennage formel, car c'est bien ce qui advient matériellement en les retournant, une révolution curieuse. Mais avant d'envisager ce territoire, en convoquant l'œuvre de Franz Kafka, en guise de conclusion, je voulais m'arrêter à ces trois figures que j'ai indexées. Si ce livre de Benjamin, Enfance berlinoise, je l'appréhende ici comme une sorte de discours de la méthode, et que je disais à son propos que l'on y circulait comme dans l'antichambre même du concept. Ce n'est pas simplement qu'on y trouverait des éléments enfantins de la pensée, c'est plutôt qu'il invente un espace dans lequel elle en viendrait à s'animer. Et il le fait en recourant à des entrées multiples, parallèles, asymptotiques, simultanées, chacune travaillant de son côté, dans un bord à bord. Or, il arrive que parfois, ce dehors soit indissociable ou se retourne comme un dedans. Paradigme de la main, je disais, envisagé tout à la fois comme pivot et support de la mémoire, d'une remémoration, mais aussi pivot et support du récit et de l'image en même temps, travaillant comme signe et comme signifiant, comme contenu et comme forme, comme point d'ancrage, mais aussi de décentrement, pour aménager des sortes d'espaces, ou alors composer des figures. La main anime et soutient un théâtre conceptuel, ramasse et pourvoit des images de pensée, selon des entrées plurielles, contiguës, juxtaposées. Elle est à la fois un pôle d'attraction et ordonne en même temps un bouger, un point de recueillement et aussi d'éclatement. Et si je parle de point, c'est qu'il compose dans ce texte une sorte de constellation discrète. Je disais donc paradigme de la main, mais aussi paradigme du papillon, où il s'agit au fond de capter une image colorée, qui n'est rien d'autre qu'une scène et un langage de la pensée. Et enfin, paradigme de la chaussette, comme à la fois topique, matrice d'une conception de l'architecture dans laquelle il identifie l'expérience du passage de l'idée, la forme même du seuil, et aussi une monade, refermant ou renfermant les principes de sa métaphysique. Alors on voit comment se disposent les mondes dans la démarche de Walter Benjamin, que l'on peut configurer en autant de diagrammes juxtaposés ou même superposés. Et ici, dans le fil que j'ai tiré parmi bien d'autres, ce théâtre de l'idée se joue dans les rapports déliés entre l'image, le geste et puis le lieu. Car la main, qui nous renvoie à la sphère de la gestualité, la main est toujours solidaire, immanente ou contiguë de l'image qu'elle accompagne, qu'elle active, anime, supporte ou déplace. Elle participe du mouvement ou travaille déjà par une autre entrée. Ce sont en somme ces langues étrangères qui sont contrariées,
des langues étrangères comme autant de langages de la pensée, qui affirment un territoire dans lequel, selon des battements, on ramasse et on active en même temps la forme, la matérialité même de la pensée. Alors, ce qu'il y avait de commun dans ces images que j'ai rassemblées, c'est bien le geste, dont son œuvre tout entière propose un étonnant inventaire. Un inventaire de posture, d'attitude, de pose, comme cette scène dont il nous parle à propos des femmes du Nord, qui, dit-il, je cite, « seules savent se tenir sur le seuil, s'adosser à la porte. » Un seuil, une porte, et puis le dos. En s'attachant à ce tableau énigmatique et assez incompréhensible, en s'attachant à ce tableau et à sa grammaire qui nous ramène finalement au dos, je dirais volontiers qu'il n'est également question que de ce qui se passe dans son dos, dans l'enfance berlinoise. Car Walter Benjamin a le pressentiment, comme nous tous d'ailleurs, d'avoir laissé quelque chose derrière lui, des objets, des langages et un monde oublié, dans un angle mort de la perception, des attentes, des espérances, ou une sorte de rendez-vous qu'il s'était donné avec lui-même et le monde, selon des yeux d'enfant. Le dos, aussi bien, je le disais, comme ce qui échappe à notre perception, à notre appréhension. Le dos comme un point d'appui, ou alors une sorte d'espace qui nous accompagne. Alors ce qu'il y a dans le dos, c'est naturellement d'abord l'enfance. Et c'est effectivement bien souvent dans le dos du monde, à commencer par celui des adultes, dans le dos du monde et donc aussi de l'histoire, que Walter Benjamin va rechercher et constituer ces objets, comme théâtre d'une matière vivante. Ce n'est donc pas pour rien qu'à propos des enfants, il nous parle, ou il aura constaté qu'il s'agit là d'un dos vivant, presque autonome ou autonome. Ce n'est pas pour rien non plus que ses principaux personnages conceptuels seront un petit bossu, l'ange de l'histoire ou un chiffonnier, dès lors que chacun d'eux est embarrassé par une excroissance, une malformation, une hotte ou bien des ailes. Et ce n'est pas pour rien, enfin, qu'il aura considéré l'œuvre de Franz Kafka comme un immense catalogue de postures et de gestes, où les personnages vont courber, accablés par de pesants fardeaux, la tête penchée. Il faut que je voie le temps. 3-4 minutes. Je vais essayer de tout synthétiser en 3-4 minutes. Ouais. J'ai pas la même conception du temps, hein, mais je voulais en venir un peu à ce qu'était sa conception de Kafka, et conclure. Tout ça en 3-4 minutes, ou 5, ça va être un peu compliqué. Alors je vais juste dire un peu rapidement que dans sa conception, Benjamin va, comme je le disais, envisager un peu ce théâtre des postures dans l'œuvre de Kafka. Et ce qu'il va décrire, il va décrire cette œuvre comme une œuvre décrivant une réalité comme déformée. Mais je vais sauter un peu sur cette lecture pour en venir un peu directement à une nouvelle dont j'ai pu parler à certains d'entre vous, une nouvelle très brève de Kafka, un de ses plus courts textes qui doit faire 3-4 lignes et que je vais vous lire, et qui va au fond venir condenser le malaise qu'il pointe en statuant sur ce qu'est la condition humaine. Kafka écrit « Nous sommes en effet comme des troncs d'arbres dans la neige. On dirait bien qu'ils sont juste posés, bien à plat, et qu'on pourrait les faire glisser en les poussant un peu. Mais non, on ne peut pas, car ils sont solidement attachés au sol. Seulement voilà, même cela n'est qu'une apparence. » Dans ces quelques lignes, on trouve tout l'espoir entravé de Franz Kafka, décrivant un monde où les choses sont à la fois mal en place et inamovibles. Il nous dit, comme s'y essaient parfois les enfants, qu'il suffirait de pousser, de faire glisser légèrement ces troncs d'arbres,
de jouer à déplacer un peu les choses pour se reformuler soi-même, le monde, et pourquoi pas ainsi être heureux. Il n'y a donc pas grand-chose à faire. Pousser ici cet arbre, et par extension, décaler ailleurs cette fenêtre, cette chaise, et puis ce mur aussi. Se déplacer soi-même, les choses, et les gens qui nous entourent, pour que tout change, ou alors pour que tout revienne en place. C'est le travail, en somme, d'une femme de ménage, ou plutôt de tous ces personnages étranges qui circulent tout le long de son œuvre, commis, messagers, fonctionnaires, sous-secrétaires, aides, auxiliaires ou assistants. Or voilà, on ne le peut pas, nous dit Kafka. Il y a la réalité. L'homme est enraciné, inamovible. Cet imaginaire, cette rêverie enfantine est donc piégée dans une bulle d'apparence. Et il ajoute comme un paradoxe qui retourne son propos que même cela est une apparence. Il propose donc un autre lieu commun, celui où la réalité en vient se dissoudre comme une apparence, dans un rêve de plus ou dans une sorte de marécage. Et ce serait là, peut-être, évidemment, ce que quelqu'un comme Slavoj Žižek identifierait comme sa formule du réel, qui se dérobe et se déploie, fuit dans ou comme des distorsions d'apparence. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est cette aspiration enfantine qui est laissée en suspens, coincée dans un espace et une temporalité imaginaire, pousser les choses. Et puis aussi, selon cette structure ou cet emboîtement d'apparence, un principe de déformation. Vous voyez, il y a d'un côté cette impulsion de déplacement léger, comme un jeu incessant d'ajustement et de déformation imaginaire, qui vont finalement proposer une image avortée. En reste, issue d'une rêverie, celle des arbres coulissant dans la neige, sur la neige. Et de l'autre côté, un grand principe métaphysique de déformation, où la réalité en vient à se dissoudre elle-même, comme apparence. C'est que le temps, l'espace, l'ordre des choses sont dépravés. Or, entre la grande déformation et les petits déplacements, il y a à la fois une convergence et une contrariété. On déforme par l'imaginaire les choses, or tout cela est pris dans un principe de déformation plus vaste, qui nous dépasse, de sorte qu'il ne reste à la fin que cette image inaboutie, irréelle presque, dissolue. Cette image, c'est toujours pousser les arbres. Or tout cela nous ramène à une fable fameuse de Walter Benjamin, celle d'un petit bossu dont je parlais, et qui est une sorte de malin génie sorti des chansons populaires. Un personnage qui vient donc désorganiser les choses malicieusement à l'heure du coucher. Car ce personnage, au dos courbé, issu des contes de fées, qui porte donc une charge trop lourde, le poids des choses et les âges du monde, ce personnage devient ainsi avec sa bosse l'emblème même de la déformation. Il est courbé, tordu, dépravé. Et le rêve consiste à espérer que les fées, ou bien alors qu'un messie vienne enfin lui supprimer cette bosse. C'est que, pour Walter Benjamin, Kafka présente le monde dans un état défiguré, en attente de délivrance. Mais cette altération est telle qu'aucune action ne peut y remédier, et seul un miracle pourrait le remettre en ordre. Voilà ce qu'il écrit à propos du bossu, et là-dessus je renvoie évidemment à ce que Giorgio Agamben a pu thématiser dans son texte qui s'appelle « La communauté qui vient », en parlant, plutôt de la question des auréoles. Je cite Benjamin. « Ce petit homme, le bossu donc, ce petit homme est l'habitant de la vie déformée. Il disparaîtra avec la venue du Messie, dont un grand rabbin a dit qu'il ne changerait pas le monde de force, mais remettrait seulement les choses un tout petit peu en place. » Dans cette parabole messianique, Walter Benjamin nous dit encore que dans ce monde rédimé, tout sera comme ici-bas. Notre chambre demeurera comme elle l'est, et les habits que nous endossons, nous les porterons également là-bas. Tout demeurera comme à présent, à peine modifié. Et cette histoire fameuse que lui rapporta un soir Benjamin, Ernst Bloch va la formuler à son tour. Et je vous cite ce passage. Un rabbin, un vrai kabbaliste, dit un jour, afin d'instaurer le règne de la paix, il n'est nullement besoin de tout détruire,
et de donner naissance à un monde totalement nouveau. Il suffit de déplacer à peine cette tasse, ou cet arbrisseau, ou cette pierre, en faisant de même pour toutes les choses. Mais cet à peine est si difficile à réaliser, et il est si difficile de trouver sa mesure qu'en ce qui concerne ce monde, les hommes en sont incapables. Entre Franz Kafka, Ernst Bloch et Walter Benjamin, entre puissance et impuissance, ce qui est possible et ce qui est impossible, on a donc finalement une curieuse définition de ce qu'est la révolution. Une définition procédant d'un étrange rapport entre les mots, les actes et puis les choses. Car voilà ce qui nous dit en somme. On ne va certainement pas changer ou vivre dans un autre monde. Ou plutôt, pour qu'il change, il faut juste déplacer un peu les choses, toutes les choses. Alors, pour conclure, si Thierry m'en donne... Ouais, j'entends pas. J'arrête. Bon, bah j'arrête, c'est très bien. Je vous remercie de votre attention et...